La question qui se pose à nous, c'est la suivante. Y a-t-il une vérité dans les arts? Alors j'aurais pu commencer par une analyse générale de cette question, mais j'ai préféré, et vous devez le voir derrière vous, enfin devant pour vous et derrière pour moi, cette image et cette œuvre. Je voudrais vous présenter cette œuvre de Christian Rizzo, d'après une histoire vraie, qui est une œuvre chorégraphique qui a été mise en scène à partir de 2013 et qui vient d'un souvenir, tiré d'un souvenir du chorégraphe. Il assiste à Istanbul à une danse folklorique sur la place principale, et cette œuvre chorégraphique est tirée de ce souvenir, une réminiscence et en même temps un échantillon littéral et métaphorique de ce souvenir. Vous voyez qu'avec le titre, nous sommes pleinement dans notre questionnement, la relation entre l'art et la vérité, et effectivement, on peut se demander ce qu'il en est de ce souvenir. En est-il un témoignage qui révèle en fait avec fidélité ce qu'il en est de ce souvenir? Et peut-on dire, en appréciant cette œuvre d'art, en assistant à la mise en scène chorégraphique de cette œuvre d'art, peut-on dire que nous apprenons quelque chose de cette œuvre? Donc ici, cette œuvre chorégraphique, vous pouvez voir quelques images, est une danse masculine, viscérale, puissante. On peut assister à l'articulation entre la musique et la danse. On a derrière deux batteurs aux percussions très vives, très fortes, avec des rythmes à la fois du rock psychédélique, mais aussi africaines, avec des accents très forts. Et les danseurs articulent leurs mouvements avec ce battement. On peut voir que leurs habits plutôt urbains s'articulent pieds nus avec les battements des percussionnistes. Ici, si Christian Rizzo, en pensant cette œuvre, pose une question, c'est celle, il me semble, de la possibilité de faire corps. Est-il possible pour des individus singuliers de faire corps, de développer un esprit de corps? Et cette œuvre se termine par une ronde, tel un consentement commun. Comment les singularités achoppent et en même temps toujours peuvent créer un tout cohésif. La question de cette œuvre est entre fiction et vérité. Cette œuvre, elle articule la question de la vérité en 4 points. D'abord, elle pose la question de la crédibilité de l'œuvre. Se référer à ce qui a eu lieu, n'est-ce pas faire de l'art le témoin des paroles, des actes évanescents de l'humanité? Est-ce que, en même temps, ça ne conduirait pas à réduire l'art plutôt à une simple reproduction de la réalité? N'est-il pas plus pertinent, en fait, d'articuler l'art et l'imagination? Et comment penser, dès lors, ce que serait le rapport entre l'art et ce critère de la vérité? Deuxième question, c'est la question de la conformité. On pourrait, de prime abord, vous voyez, disqualifier cette œuvre chorégraphique qui semble ne pas reproduire de façon stricte ce souvenir auquel Christian Rizzo a assisté. Et en même temps, est-ce qu'on attend de la vérité qu'elle soit une reproduction stricte, une exactitude? N'est-il pas ici le propre de l'œuvre d'art de pouvoir incarner en chair et en os ce qui s'est passé, et ici plus particulièrement la singularité de cet événement, comme si l'œuvre chorégraphique pouvait nous permettre de saisir la spécificité de ce qui a eu lieu, indépendamment d'une exactitude dans la reproduction stricte. Ce serait donc le chorégraphique dans son soin, la mise en scène, dans ce soin qui permettrait de révéler avec vérité ce souvenir. Troisième problème, la question de la véracité, de l'authenticité de l'œuvre. On pourrait d'abord se poser la question de la correspondance entre les intentions du chorégraphe et la possibilité de déployer et d'être le porte-parole fidèle de ses intentions et sincère par les danseurs et par les musiciens. Et bien sûr, c'est la question ici qui émerge de l'authenticité. Mais faut-il, par là même, aborder tout espoir de connaissance par l'art s'il s'agit pour l'art d'être seulement, de reproduire une forme de vérité intérieure? C'est donc la question de la valeur de vérité et de la connaissance. Après avoir assisté à cette œuvre chorégraphique, on peut se demander si le spectateur, le public, a appris quelque chose de nouveau. Est-il moins ignorant? Peut-il mieux penser ce qu'est l'esprit de corps, ce que c'est que faire corps, ce que c'est qu'être une société et la vulnérabilité des corps? Ici, cela ferait-il le mérite,
voire la valeur, peut-être même l'excellence de l'art, que de pouvoir être ce chemin vers la vérité. Peut-on et faut-il attendre de l'art qu'il soit cette source de connaissances? Ce sera donc cette question qui travaillera l'ensemble de ma problématisation ici. On pourrait poser la question suivante. En général, si on se pose la question du lieu de la vérité, la réponse la plus courante est celle de dire que le lieu naturel de la vérité, c'est la science. D'où le paradigme scientifique de la vérité. S'il y avait des liens entre art et vérité, ce ne seraient que des liens accidentels ou contingents, au sens où l'art peut être pris comme un point d'appui pédagogique ou illustratif pour déployer des questions scientifiques. On peut aussi penser les relations entre l'art et la vérité comme des relations plutôt étrangères, au sens où il s'agit de spécifier d'un côté la science, comme ayant pour objet et pour finalité la vérité, et de l'autre l'art, qui aurait pour visée la beauté formelle et matérielle. Dès lors, d'un côté, l'art aurait une visée esthétique et de l'autre, la science, une visée cognitive. Pire, si l'on pensait les rapports entre l'art et la vérité, on pourrait au contraire penser ces rapports comme des rapports agonistiques, de l'ordre du dissensus, des oppositions, au sens où l'art serait disqualifié du point de vue du critère de la vérité par rapport à la connaissance et par là même par rapport aux explications scientifiques. En effet, on pourrait penser que l'art, s'il n'est qu'un passe-temps, si ce n'est pas une activité vraiment sérieuse ni pertinente, eh bien nous détournerait de l'attention de l'essentiel, et notamment parce qu'il nous détournerait de la réalité par son recours à la fiction. On pourrait ainsi penser à nos envies de nous vider la tête quand on va dans une salle de cinéma, à notre tendance d'écouter de la musique de variété sans penser ou de regarder des séries télévisées sans avoir de recherche, de réflexion. Dans ce sens, dans ce dernier sens, cela voudrait dire que l'art serait une impasse, voire un obstacle pour accéder à la connaissance. Et pire, on pourrait même se dire qu'en voulant répondre à nos désirs, eh bien, il s'agirait d'échapper de manière imaginaire à la réalité et ne pas se confronter au tribunal de l'expérience. La question principale que je me pose est la suivante. Peut-on vraiment opposer l'art et la science? Et de façon articulée, faut-il accorder cette souveraineté à la science comme le lieu de la vérité? En effet, on peut questionner ce monopole qui est souvent accordé à la science. On peut aussi s'interroger sur les implications de ce paradigme scientifique. Qu'en est-il des incidences quant à la manière dont on peut penser l'art à l'aune de ce paradigme? Et enfin, j'aimerais vous proposer cette hypothèse. Si l'on considère que l'art ne s'oppose pas à la connaissance, même s'il n'y répond pas de la même façon que la science, mais qu'il y collabore, eh bien l'art serait une manière tout à fait spécifique et essentielle de mieux comprendre le monde. Ainsi, un monde sans art serait un monde dépourvu de sens. Alors, pour que vous puissiez avoir une vision un peu synoptique et claire des quelques grandes conceptions qui nous permettent en fait de penser le rapport entre art et connaissance, on peut distinguer 5, alors bien sûr elles ne sont pas exhaustives, 5 conceptions qui pensent ce rapport entre art et vérité, art et connaissance. Vous voyez, j'ai distingué d'un côté la conception selon laquelle la science serait le lieu naturel de la vérité et constituerait une forme de souveraineté quant à sa maîtrise. Et à partir de là, on peut distinguer 3 grandes conceptions. La première, celle qui considère que l'art serait seulement le lieu du divertissement et qu'il n'aurait que pour finalité des sensations, provoquer des sensations agréables, mais sans contenu et avec, on pourrait dire, presque frivolité. On pourrait bien sûr penser, là, on aurait plutôt tendance à penser au cinéma de masse, mais aussi aux comédies de Molière, aux chansons traditionnelles et peut-être même aux tragédies grecques. Une deuxième hypothèse serait celle selon laquelle, et pour ceux qui ont quelques connaissances philosophiques inscrites dans la pensée kantienne, celle de l'autonomie esthétique de l'art, qui effectivement travaille sur cette idée que l'art n'aurait d'autre finalité que lui-même, l'art pour l'art. On pourrait penser aux poèmes parnassiens, dont Théophile Gautier est le chef de file, mais aussi peut-être à la pièce silencieuse 4 minutes 33 de John Cage, ou peut-être au monochrome de Malevich.
distinction entre l'art qui n'aurait d'autre finalité que lui-même et la science qui aurait pour visée la vérité. Troisième hypothèse, celle de l'imposture artistique. Il s'agit ici, dans un sens plutôt platonicien, même si ce ne serait pas faire pleinement justice à la complexité de la pensée platonicienne, d'insister sur l'idée que l'art pourrait être, à tout le moins, un obstacle pour la connaissance et accéder à la vérité, au sens où l'art serait source d'illusions. Non seulement il découlerait de croyances fausses, mais répondrait à un désir. Ainsi, les illusions picturales sont souvent dénoncées, mais aussi dénonciation des falsifications par la photographie numérique, sans oublier les œuvres d'art romancées, que ce soit la littérature ou le cinéma, qui nous font croire que nous finirons heureux, entourés d'une famille réunie, et qui semblent embellir avec force cette réalité bien plus tragique parfois. À l'opposé, il y a une deuxième grande tradition qu'on peut appeler cognitive de l'art, et il s'agira pour ma part de défendre la dernière. En même temps, elle est à penser en distinction avec une autre, celle de la tradition spéculative de l'art, qui consiste effectivement à reprendre la norme de la vérité en montrant en fait que l'art pourrait être un moyen d'accéder à des vérités et peut-être même à des vérités supérieures. Cette tradition, déployée notamment par Hegel, et à mon sens reprise par l'art conceptuel, sera l'objet d'une analyse dans cette réflexion. Et il s'agira enfin, pour terminer, de vous présenter l'hypothèse que je souhaiterais défendre, non pas de soumettre l'art à la norme et à l'impératif de la vérité, mais bien plutôt de penser l'art comme un moyen de compréhension du monde et non pas d'explication du monde. Alors, dans la première partie, même si cette introduction semble longue, c'est parce que justement, il me semble que pour pouvoir penser ces problèmes, il importe d'abord d'ancrer cette réflexion. Il s'agira de penser la démarche de l'art conceptuel qui s'inscrit dans l'art contemporain, même s'il est trop réducteur de penser seulement l'art contemporain à l'aune de l'art conceptuel. Et un deuxième temps consistera à montrer que l'art est à penser à l'aune de la connaissance pratique et singulière du monde. Alors, la définition de la connaissance est la suivante. Si on pouvait la définir assez simplement en prenant appui sur la définition de Platon dans le Théétète, la définition est la suivante. La connaissance, c'est une croyance vraie et justifiée. Et il semble que l'explication scientifique réponde à la vérité, aux critères de la vérité et aux critères de la justification. Ce qui ferait sa grandeur, sa noblesse, mais ce qui permettrait d'expliciter aussi le crédit qui est accordé à la science dans la recherche de la vérité. Si la vérité est considérée comme le bien ultime, il semble que l'art devrait répondre à cet impératif, devrait lui aussi tendre vers la vérité. La question qu'on peut se poser, c'est comment les œuvres d'art, qui ne sont pas de l'ordre du raisonnement théorique, qui ne sont pas de l'ordre de la démonstration, ni même de la justification de propositions, comment l'art pourrait répondre et accéder à la vérité. La tradition spéculative de l'art, je reprends cette expression de Jean-Michel Schaeffer, qui l'explicite dans l'art de l'âge moderne, consiste à cette idée. L'excellence de l'art s'articulerait avec une première tentative, celle d'une part d'accepter ce que l'on pourrait appeler le paradigme scientifique de la vérité, et d'autre part de soumettre l'art à ce paradigme. Ainsi, les arts et les œuvres d'art pourraient être et devraient être analysés à l'aune du critère de vérité et à l'aune d'un processus de justification. La qualité d'une œuvre d'art dépendrait de cette valeur de vérité et dépendrait aussi de la possibilité de justifier l'œuvre d'art, soit du côté du créateur, soit du côté de l'interprète. On pourrait peut-être même dire et aboutir à cette idée que le chef-d'œuvre, littéraire, pictural, musical, architectural, plastique, etc., serait la vérité en art. On pourrait peut-être même aboutir à l'idée d'une histoire de l'art qui serait l'histoire d'un progrès vers la vérité. Et à cette idée qu'il pourrait même y avoir une hiérarchie entre les arts. Certains arts permettraient de mieux accéder à la vérité que d'autres.
Hegel déploie cette perspective dans l'esthétique et il déploie ainsi les mouvements historiques à travers l'art, de l'art symbolique jusqu'à l'art romantique, de l'architecture jusqu'à la poésie dramatique. Et il insiste sur le fait que l'art permettrait non seulement d'accéder à la vérité, mais de dépasser même les savoirs positifs déployés par la science. Et il dit, je cite, vous avez ici cet extrait de l'œuvre de l'esthétique d'Hegel, « L'art n'a d'autre destination que d'offrir à la perception sensible la vérité telle qu'elle est dans l'esprit, le vrai dans sa totalité, concilié avec le monde objectif en visible. » Ainsi, de manière générale, cette hypothèse consisterait à dire qu'une œuvre d'art pourrait et même devrait être la voix du monde. S'il y a une distinction entre la science et l'art, ce serait une distinction du point de vue du cheminement. Comment accéder à la vérité ? D'un côté, la science serait de l'ordre de l'inférence, d'une connaissance inférentielle pour pouvoir accéder à la vérité. Inférence, autrement dit, cheminement indirect et du raisonnement. L'art serait de l'ordre d'une connaissance intuitive, une saisie intellectuelle de la vérité. Il s'agirait ainsi d'examiner si l'art permet de déployer la vérité. Il s'agirait ainsi de se questionner sur ce que l'œuvre dit du monde, ce que telle œuvre d'art dit du monde et comment elle le dit. On pourrait même tirer des leçons de l'art qui ne seraient pas triviales et qui nous permettraient de déployer notre connaissance du monde. Se tournant, à mon sens, intellectualiste de l'art, tend en un processus de purification de l'art par rapport à la matière, par rapport au sens, par rapport aux émotions et plus généralement par rapport au corps. Placer la vérité au centre de l'art, c'est justement ce que fait le manifeste de l'art conceptuel, dont Sol Levitt est un des défenseur. En effet, l'art conceptuel prend au mot l'interrogation qui est posée ici. Y a-t-il une vérité dans les arts ? Le manifeste répond non seulement que l'art a un pouvoir de vérité, mais même un devoir de vérité. Ainsi, les œuvres d'art conceptuelles constitueraient le déploiement des conditions de possibilité de la vérité dans les arts. Il s'agira ici, de questionner la pertinence de cette démarche et de voir si effectivement ces œuvres d'art conceptuelles permettent de penser l'articulation entre art et vérité. Alors, je vous propose d'abord quelques éléments. Vous allez voir plusieurs exemples d'œuvres d'art conceptuelles. Alors, qu'est-ce que c'est que l'art conceptuel ? C'est un mouvement artistique qui peut être, d'un point de vue historique restreint, de 1966 jusqu'à 1972. Néanmoins, il est accepté à la fois par les historiens et par les philosophes et par les théoriciens de l'art d'élargir et de ne pas restreindre l'art conceptuel et la démarche de l'art conceptuel seulement à cette petite période historique, mais de penser justement les œuvres d'art contemporaines à l'aune du manifeste de l'art conceptuel. On pourrait donc penser le ready-made de Duchamp et l'ensemble des œuvres d'art contemporaines jusqu'à maintenant à travers ce manifeste de l'art conceptuel. On pourrait donc se dire que le manifeste de l'art conceptuel caractérise une forme de théorie de l'art qui, justement, associe de façon étroite et même aboutit à une identification entre l'art et la vérité. Alors ici, vous avez une œuvre de Dame Graham qui consiste en une installation vidéo qui articule plusieurs éléments technologiques. C'est une salle qui est composée de plusieurs miroirs et qui a pour concept principal le temps. Ce concept sera le lieu de l'installation. Ceux qui arpentent, traversent la salle, peuvent se voir et sont en même temps filmés. La caméra ensuite projette par un vidéoprojecteur, après 8 secondes de retard, projette ce qui aura été filmé. On a ainsi un jeu de présentation et d'entrecroisement entre présent et passé. Dan Graham, je cite, insiste sur le fait que cette œuvre permettrait de penser ce qu'est le temps, l'imbrication temporelle et de déployer le concept de l'expérience spatio-temporelle. Il dit, je cite, que ici cette œuvre permet de penser le présent continuellement passé, le passé continuellement présent et le présent continuellement présent dans le passé.
J'espère que je ne vous ai pas perdu tout de suite. Donc, on va voir quelques exemples comme ça d'œuvres d'art, de l'art conceptuel. Ici, une première œuvre d'art conceptuel qui est extrêmement connue de Kosuth, One on Three Chairs, qui consiste, vous le voyez, en une œuvre représentation photographique d'une chaise, une chaise, et puis la définition d'une chaise. Cette installation permet, selon Kosuth, de penser le rapport entre langage et réalité. Une autre œuvre d'art conceptuel. Donc, je vous présente d'abord quelques exemples et puis ensuite, on pensera ce qu'il en est de cette démarche. Un artiste, Robert Barry, qui a proposé des œuvres d'art qu'il appelle immatérielles. Donc, cette série, Inert Gas Series, consiste en un lancer de gaz, notamment gaz d'hélium, lancer de gaz, immatériel, imperceptible, et dont il aurait été à l'origine, sans qu'il n'y ait trace ni possibilité de s'assurer de la réalité, de la matérialité de ce lancer de gaz. Un autre exemple, Jiří Kovenda, qui est un artiste tchèque, qui a proposé un nouveau concept, le concept des performances invisibles. Alors, la première fois que j'ai entendu parler de Jiří Kovenda, c'était sur une émission de France Culture un soir, et il insistait sur le fait que son parcours était le parcours d'un artiste raté. Il a essayé toute sa vie d'être un artiste accompli. Il a essayé la danse, la musique, la peinture, la sculpture. Il a même tenté des études d'architecture et il n'a jamais réussi. Désespéré et en travaillant théoriquement sur l'art, eh bien, il commence à s'intéresser justement à ce manifeste de l'art conceptuel et se dit que justement, c'est le lieu pour lui de l'épanouissement, puisqu'il n'est pas doué, selon ses dires, je rapporte, d'habileté technique, d'excellence dans la réalisation et dans la production, dans la poiesis. Eh bien, il semble que par contre, la question du concept soit au cœur de sa pensée artistique, et il déploie ainsi des performances invisibles. Donc la première, 1977, là l'exemple, il est dans un escalator, donc il a reproduit plusieurs fois, à de nombreuses reprises. Il est dans un escalator et il fixe pendant un certain temps ceux qui sont dans l'escalator ou en face. Une autre œuvre de 2007, donc il déploie ses performances invisibles. 2007, il est dans un aéroport à travers une vitre et il appelle à ce qu'on l'embrasse. Voilà, à travers la glace. Donc vous avez des exemples. Alors quels sont les points communs de toutes ces œuvres d'art conceptuelles ? À mon avis, vous avez dû vous aussi être confrontés à ce type d'œuvres qui souvent suscitent questionnement, parfois complètement indifférence, peur, incompréhension le plus souvent. Le point commun, c'est que ces œuvres bouleversent les trois sphères de l'art. D'une part, le contexte de production, d'autre part, l'œuvre d'art, et enfin, le contexte de réception. Les œuvres d'art conceptuelles mettent un point d'honneur, d'une part, sur l'idée que le plus important serait la promotion de l'idée et non pas de l'objet d'art. D'où l'importance de l'articulation entre l'art conceptuel et les publications d'artistes. En général, l'objet d'art est effacé, si ce n'est absent, au profit des discours des artistes, au profit des publications et des textes. Deuxième élément important, eh bien, les œuvres d'art conceptuelles insistent sur le fait que les supports de l'art traditionnel, les matériaux traditionnels, les catégories de l'art traditionnel sont incapables de réaliser cette adéquation entre l'art et la vérité et de penser ce qu'est le concept en art. Ainsi, le bouleversement est tel eh bien, que chacune de ces sphères est transformée. Le contexte de production, en général, on attend que l'artiste déploie un savoir-faire, une habileté technique qui permettra par son raisonnement technique et par son habileté à réaliser et à produire. Production sonore, production picturale, production architecturale, que l'artiste soit un ou multiple. Ici, ce qui compte pour l'art conceptuel, ce n'est pas l'habileté, le savoir-faire dans la production artefactuelle, ce sont les qualités épistémiques des idées de l'artiste, sa créativité, leur clarté, leur pertinence, leur sagacité, leur originalité.
Du point de vue de l'œuvre, de la même façon, un bouleversement s'opère. Ce qui compte, ce n'est pas l'objet d'art, qui peut être perçu lors d'une installation, c'est la proposition artistique. Troisième élément, le contexte de réception est lui-même bouleversé. En général, les artistes conceptuels et ceux qui déploient la perspective de l'art conceptuel insistent sur le fait que le public doit se déprendre de la peur de l'art conceptuel en s'attachant non pas à la question de la perception, des sensations, du plaisir, de l'esthétique, mais à la saisie intellectuelle de l'idée, de la proposition artistique. On peut donc dire que l'art conceptuel bouleverse le sens commun. Alors pour pouvoir bien comprendre l'articulation et cette identification que mène en fait le manifeste de l'art conceptuel et ses propositions artistiques, on va prendre en filigrane une œuvre de Michael Craig Martin, An Oak Tree, de 1973, qui a pour proposition artistique la suivante. Il s'agit de penser l'idée de transsubstantiation. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question de ce qu'est la transsubstantiation, de comment la penser, telle qu'elle est définie de façon métaphysique. L'idée est la suivante. Il s'agit de convertir une substance en une autre, tout en conservant les propriétés apparentes, l'apparence les propriétés secondes de ce qui est présenté. La transsubstantiation est un concept très important pour la pensée chrétienne, et le pain et le vin sont considérés comme étant en substance le corps et le sang du Christ. Ici, Michael Craig Martin propose cette installation. Vous voyez une étagère transparente, un petit verre d'eau qui est posé sur cette étagère, à demi rempli, et en dessous, on peut voir un court texte qui est en fait une interview qui permet de s'interroger sur ce qu'est la transsubstantiation. Ici, il considère que cette étagère et ce verre d'eau, et c'est ce qu'il dit à travers l'interview, que nous assistons à la transsubstantiation. L'étagère et le verre d'eau, même s'ils sont et semblent être étagère et verre d'eau, sont en fait un chêne. Transsubstantiation. Transsubstantiation qui se distingue, et c'est ce qu'il déploiera, de la consubstantiation. Alors, ces distinctions conceptuelles qui semblent être effectivement difficiles à comprendre, la consubstantiation, c'est l'idée qu'il y aurait une coexistence de deux substances. Ici, Michael Craig Martin insiste sur le fait que l'œuvre d'art conceptuel serait un meilleur moyen pour pouvoir comprendre ce qu'est la transsubstantiation, ou à tout le moins un très bon moyen pour pouvoir comprendre l'idée de transsubstantiation à travers cette œuvre. On va se poser la question si vous êtes convaincu ou pas par cette réalisation. Alors, je me suis trompée, c'est pas ça. Pardon, excusez-moi. Si, c'est ça. Alors, quels sont les moyens de garantir le rapport étroit entre l'art et la vérité selon l'art conceptuel et cette démarche? Vous voyez qu'ici, l'essentiel est de porter premièrement sur l'idée que ce qui compte, c'est la qualité de l'idée. La création artistique est in fine pensée comme créativité intérieure, tout entière fondée dans l'esprit. Alors évidemment, la question est la suivante. Si la création artistique, c'est la créativité intérieure, si ce qui compte, c'est la qualité de l'idée, comment l'artiste peut-il transmettre, communiquer ses idées créatives? Cela conduit à proposer l'idée selon laquelle ce qui est présenté au spectateur, au public, n'est en fait pas l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, c'est la proposition. Ce qui est présenté au public, n'est qu'un véhicule artistique. Ainsi, l'art aurait une fonction communicationnelle. À travers l'art, l'artiste pourrait communiquer ses idées au public, parler au public, et ce qui est présenté au public ne serait qu'un moyen, un véhicule possible, qui est souvent à la charge de l'exposant, d'installer, parfois même de réaliser, et dont la réalisation est secondaire. Autrement dit, cela conduit à la dématérialisation de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art n'est pas un artefact, c'est la proposition artistique, et par là même ce que l'on perçoit quand on assiste à l'installation d'une œuvre d'art
n'est pas l'œuvre d'art en tant que telle. Et si nous avons peur de l'art conceptuel, selon les théoriciens de l'art conceptuel, tels on peut penser à Peter Goldie, qui a publié son ouvrage « Who's Afraid of Conceptual Art », eh bien, qui insiste sur le fait que si nous avons peur de l'art conceptuel, c'est parce que justement, nous ne comprenons pas ce bouleversement des trois sphères de l'art, et par là même, cela vient d'une incompétence du spectateur à faire fonctionner l'art conceptuel. Ainsi, il faudrait penser cette dématérialisation. Certains insistent sur le fait que l'art conceptuel est cette phénoménologie du rien et qu'il répond à une exigence, celle de se déprendre de la fétichisation et de l'instrumentalisation des objets d'art. De là découle l'intellectualisation du contexte de réception. Il s'agirait de disqualifier la perception, les émotions, l'engagement, on peut dire, sensible par rapport à l'œuvre d'art et insister sur le fait que pour saisir une œuvre d'art, il importe de la considérer intellectuellement. Si le plus souvent on a tendance à considérer que l'expérience d'une œuvre d'art est non seulement importante, mais même condition nécessaire pour pouvoir comprendre une œuvre d'art, ici l'art conceptuel bouleverse cette conception courante. On pourrait même, vous voyez, j'aurais pu très bien ne rien vous présenter, et vous voyez qu'ici il s'agit seulement d'une description de ces œuvres d'art conceptuelles. On pourrait très bien accéder à ces œuvres d'art seulement par description, sans en faire l'expérience. Cela s'articule avec le caractère, la nature non esthétique des œuvres d'art conceptuelles et leur quasi-immatérialité, en tout cas leur dématérialisation. Ainsi, s'il fallait résumer la démarche de l'art conceptuel, eh bien, elle est la suivante. La valeur cognitive de l'art serait intellectuelle. Deuxième proposition, l'art serait à penser, non pas à l'aune de la catégorie de la poiesis, de la production, mais celle de l'action, de la praxis, de la performance de l'artiste. D'où le terme performance invisible pour Jiří Kovenda. Troisième élément, l'art n'aurait pas à prendre corps, ni les idées de l'artiste, ni l'œuvre, ni le rapport à l'œuvre. Habituellement, on a tendance à identifier l'art et le corps. Ici, l'art conceptuel révélerait que ce lien ne serait qu'empirique, causal, mais non pas essentiel pour la survie des œuvres d'art. Et enfin, proposition très générale, d'un point de vue anthropologique, cela supposerait que la vie de l'esprit est irréductible à la matière et que sa réalisation serait contingente. Alors mon objectif est triple. Il s'agira d'analyser la pertinence de ces 4 propositions. Vous allez voir une analyse plutôt critique de ces 4 propositions. De repenser et de reconcevoir le rapport entre art et connaissance, en se déprenant de la norme de la vérité. Et enfin, et c'est ce qui me semble essentiel, de souligner la valeur de l'art. Le but n'est pas de faire l'éloge ou la critique des œuvres d'art dites conceptuelles ou qui se réclament de la démarche de l'art conceptuel. L'objet est de penser en fait cette démarche. Faut-il penser l'art à l'aune du paradigme scientifique ? Ou si l'art et la science participent de la connaissance, ne faut-il pas se déprendre de ce paradigme ? Deuxième question, qu'est-ce que comprendre le monde ? Si la science est une explication nomologique, générale, inférentielle du monde, et qui étaye ces lois générales par des exemples qui peuvent illustrer ces lois générales, eh bien, si comprendre, ce n'est pas seulement expliquer le monde, l'art aurait sa place, une place tout à fait spécifique, essentielle et irréductible, celle d'interpréter, de donner sens à cette complexité et même à la singularité, aux aspects singuliers du monde. Les arts, en tant que produits de l'activité humaine symbolique, joueraient un rôle cognitif spécifique, non pas en concurrence, mais en collaboration avec la science, puisqu'ils partagent la même fin, la connaissance. Ma question principale est pourquoi des œuvres d'art ? Pourquoi a-t-on besoin de l'art ? Pourquoi l'homme ne peut se passer des œuvres d'art ? Pourquoi sommes-nous tous là à propos de l'art ? Alors, je vais vous proposer une expérience de pensée. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience de pensée en philosophie ? C'est une expérience imaginative. Alors, je sais qu'hier, vous avez eu une expérience imaginative pour certains dans le noir, l'expérience du cogito. Donc là, expérience imaginative seulement en pensée. Et où il s'agit de tester vos intuitions communes, à nous tous, et
Et donc ici, l'expérience de pensée est tirée, je vous propose une variation sur une expérience de pensée assez connue en philosophie, qui a été proposée par Frank Jackson, qui s'appelle Marie et la boîte noire. Les philosophes sont toujours avares de réflexion sur les cas, mais la philosophie analytique nous propose des lieux de réflexion de l'expérience de pensée et qui en fait rejoignent déjà Locke, mais aussi Platon, dont vous connaissez la première expérience de pensée, l'allégorie de la caverne, hein, qui est déjà elle aussi une expérience de pensée. Alors voici l'expérience de pensée. Marie est une brillante scientifique. Elle a une connaissance complète et parfaite du monde, du point de vue physique et du point de vue scientifique. Elle est forcée, peu importe les raisons, d'être dans une chambre noire et blanche, et tout ce qu'elle sait est une connaissance théorique du monde. Frank Jackson rajoute par le moyen d'une télévision, peu importe, ça n'a aucune espèce d'importance. Je propose cette variation, je rajoute. Marie est une spécialiste de la pluie. Elle possède une description complète de ce qu'est ce phénomène, les précipitations. Elle a une connaissance scientifique complète, exhaustive, imaginons, parfaite de ce que sont les phénomènes de la pluie. Même si elle n'a eu aucune accointance, perception, connaissance directe de la pluie. Ma question est la suivante. Peut-elle apprendre quelque chose des œuvres d'art ? Est-ce que, si elle était confrontée aux œuvres d'art, à des expériences artistiques, elle pourrait mieux comprendre la pluie ? Ou est-ce que l'explication scientifique suffit ? Et d'ailleurs, on pourrait même se demander, peut-elle vraiment se passer de l'art pour comprendre la pluie ? Alors, je vous propose cette perspective de l'art en action. Imaginons que Marie soit libérée de sa chambre et de la télé. Imaginons qu'elle fasse plusieurs expériences artistiques. Imaginons qu'elle découvre ce poème de Baudelaire dont elle n'avait jamais entendu parler, que je peux lire assez rapidement. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance comme une chauve-souris s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Quand la pluie, étalant ses immenses traînées d'une vaste prison, imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Des cloches, tout à coup, sautent avec furie, et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie, qui se mettent à geindre opiniâtrement. Et de longs corbillards sans tambour ni musique défilent lentement dans mon âme, l'espoir, vaincu, pleure. Et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne, incliné, plante son drapeau noir. Expérience artistique. Imaginons qu'elle découvre l'œuvre de Christophe Jacquereau, In the Mood for Rain, qui est un artiste photographe qui a eu une expérience tout à fait particulière. Au départ, il devait photographier Paris pour apporter des photos pour un guide touristique. C'était une commande. Et il devait faire ce travail photographique en 2 semaines. Pas de chance, il est en plein mois de mars, giboulée de mars. Pendant les 2 semaines, il pleut en permanence. Il prend donc des photos dépité. Il sait que ces photos ne seront pas accueillies avec plaisir pour ce guide touristique. Néanmoins, il photographie Paris. Et ensuite, il va déployer l'ensemble de son œuvre et se prendre de passion pour ce phénomène qu'est la pluie. Paris sous la pluie, Hong Kong sous la pluie. Donc vous pouvez voir ces magnifiques représentations. Je vous laisse découvrir. Il a publié un livre il y a 3 ans qui vraiment témoigne de la beauté de cette expérience. Alors il a tendance à suivre la météo en permanence. Il saute dans les avions pour pouvoir assister à ces phénomènes et pour ne jamais les rater. Et il est toujours embêté puisqu'évidemment, photographier la pluie, c'est quand même assez compliqué puisqu'il y a de la buée. Il est quand même très difficile de pouvoir prendre une photo qui fasse sens. Et donc, il est toujours happé par ces conditions météorologiques qu'il recherche désespérément. Alors, 3e proposition artistique. Alors, je crois qu'elle va rater. C'était un extrait de Jardin sous la pluie, mais mes incompétences technologiques Ah
vous laisse écouter. Envie de tout entendre. Merci beaucoup. On a vraiment des techniciens formidables. Cette œuvre de Debussy qui mérite évidemment d'être écoutée avec davantage d'attention là que je ne l'ai fait, bien sûr, mais qui est un échantillon de cette pluie. J'aurais pu aussi vous faire écouter un extrait de l'œuvre Musique de nuit de Balaké Sissoko et de Vincent Segal à travers la kora et le violoncelle, musique traditionnelle absolument fabuleuse qui permet de penser cette pluie étoilée, pluie qui ne tombe jamais dans le ciel d'été. Alors je vous propose une dernière expérience artistique. En tout cas, je lui propose à Marie cette dernière expérience, même si elle aurait pu les déployer. Une installation qui a été proposée à Londres, lieu de la pluie, et installation qui prendra pour thème la pluie. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au Barbican Center, quand cette installation a été proposée, les organisateurs avaient très peur, en fait, que les Londoniens ne viennent pas. Comment peut-on vouloir encore de la pluie alors qu'on est sans cesse confronté à ce phénomène qui nous désespère ? Sachant que nous, ici, pour les rencontres de Sophie, on espérait la pluie. Cette installation est la suivante. Il y avait quand même plus de 2 heures de queue d'attente pour aller voir cette installation, donc ça a bien fonctionné. L'installation est la suivante. C'est une installation tout à fait particulière qui a supposé des litres et des litres de pluie et qui permettent de traverser des salles avec la pluie qui tombe, permet de la sentir du point de vue de l'odeur, permettre de la voir et en même temps de ne jamais être, ce que l'on espère tous sous la pluie, de ne jamais être trempé. Expérience de cette installation qui a été déployée notamment par des danseurs qui ont testé, bien sûr, l'efficacité de l'installation technologique pour voir s'il n'y avait pas des défaillances. Et vous voyez, à l'aune de ces 4 expériences, je reprends ma question. Peut-on dire que ces dernières expériences que vient de faire Marie et vous-même sont-elles une nouvelle manière de comprendre la pluie ? Chacune à leur façon, par la représentation, par l'expression, par l'échantillonnage, de façon singulière et insubstituable. Marie comprend-elle mieux le monde du point de vue de cet aspect qu'est la pluie ? Je réponds par l'affirmative. À mon avis, il importe de reconnaître le pouvoir des œuvres d'art. Les œuvres d'art ne sont pas des créations dépourvues de sens, insignifiantes. Ce sont des symboles du monde qui témoignent par leurs aspects singuliers et irréductibles à toute généralisation, et bien que l'expérience d'une œuvre d'art n'est pas une expérience arbitraire, mais qu'elle implique, du point de vue du spectateur, un art du discernement, que Peirce appelle un art de l'abduction. Alors, quelques éléments pour déployer. Alors, je vais essayer d'aller vite pour qu'on ait le temps de discuter ensuite. Eh bien, il s'agit donc de considérer que les œuvres d'art sont des symboles du monde. Alors, cette hypothèse a été déployée par Nelson Goodman dans Langage de l'art et dans Manière de faire des mondes. Et pour ma part, je pense les œuvres d'art comme des cartographies symboliques du monde. Cartographies qui permettent non pas de penser les œuvres d'art comme de simples moyens de communication, parce que cela voudrait dire en fait que l'art en tant que tel n'a pas de sens et que ce sont les interlocuteurs qui sont à la charge de ce sens. À mon sens, les œuvres d'art sont pertinentes pour penser le monde et donnent des échantillons et soulèvent en fait les aspects singuliers au lieu de proposer des lois générales du monde, eh bien s'intéressent aux singularités du monde. Autrement dit, l'art, en tant que production humaine, serait fait pour donner sens au monde. Et il serait donc essentiel au perfectionnement intellectuel de l'homme en tant qu'homme. Ce serait donc l'engagement du spectateur, attentif à la singularité de l'œuvre, qui permettrait,
par sa mobilisation d'une perception fine, d'une sensibilité affinée et éduquée, d'une acuité aux détails, du travail d'interprétation pour déployer le potentiel sémantique des œuvres d'art, qui participerait justement à notre formation cognitive. Que peuvent les œuvres d'art ? Les œuvres d'art sont, et c'est ce que je vous propose, des cas singuliers pour la pensée, et non pas des exemples quelconques. Un exemple quelconque, c'est un exemple qui illustre ce qui est général et qui peut être remplacé. Bien sûr, il a une fonction, mais cette fonction n'est pas insubstituable. Ici, l'œuvre d'art, elle a ce caractère paradoxal qui est le suivant. C'est un exemple singulier qui tire sa valeur cognitive, sa valeur de connaissance, par justement sa singularité, par son caractère irremplaçable. Les œuvres d'art seraient donc des cas pour la pensée, des cas paradigmatiques. Pensons à l'œuvre de Dostoïevski, Crime et Châtiment, mais aussi à l'œuvre cinématographique de Sautet, Les choses de la vie. Des cas parfois problématiques. Évidemment, l'œuvre de Médée semble être un cas tout à fait problématique. Les œuvres chorégraphiques de William Forsythe, les œuvres de Rachmaninoff, problématiques. Cas aussi parfois périphériques. Autrement dit, des variations qu'on peut appeler quasi redondantes, répétitives sur un même thème, ce que Goodman appelle des métaphores mortes et non pas vives. Et puis parfois des cas insuffisants, voire trompeurs, des œuvres qui semblent reposer sur une pensée plutôt mécanique, qui articulent des stéréotypes et tendent à appeler seulement des préjugés, telle une falsification de la pensée. Ici, cela implique que pour comprendre des œuvres d'art, on ne pourrait pas se passer de leur expérience. L'œuvre d'art implique un engagement du spectateur. Autrement dit, si on peut décrire une œuvre d'art, si bien sûr on peut lire une analyse critique de telle œuvre littéraire, de telle œuvre cinématographique, rien ne remplace la connaissance par accointance de l'œuvre d'art. Autrement dit, la connaissance par accointance, c'est-à-dire la connaissance directe de l'œuvre d'art, notre engagement direct, perceptuel, sensible, émotionnel et intellectuel, serait la condition nécessaire, première, d'un point de vue logique, pour comprendre l'œuvre d'art. Pourquoi ? Parce que le spectateur doit être attentif aux aspects singuliers de l'œuvre. Or, la connaissance par description est toujours une connaissance de seconde main. Et évidemment, nos étudiants et nos élèves de première, qui ne lisent jamais leurs œuvres au programme pour la première, et qui lisent ces condensés du rouge et le noir de Stendhal, révèlent in fine que l'œuvre n'a pas été comprise. Bien sûr, on ne leur dit rien, mais on le sait. Enfin, la valeur cognitive, il me semble, de l'art, c'est que justement, il appelle... donc ce n'est pas en dévoilant de nouvelles propositions de vérité, il me semble, c'est bien plutôt parce que l'art déploie un art que j'appelle du discernement, un art de l'abduction. Qu'est-ce que c'est que l'abduction ? L'abduction se distingue d'une part de la déduction. Il ne s'agit pas de déduire à partir d'une théorie générale une œuvre d'art, donc d'une théorie générale de l'amour ou de l'esprit de corps, de la nation ou de la vulnérabilité ou de la famille, une œuvre d'art. Il ne s'agit pas non plus d'induire à partir d'une œuvre d'art une proposition théorique. Comment pourrait-on induire ce qu'est la maternité à partir de tel ou tel déploiement musical, architectural, sculptural ou littéraire, cinématographique à partir d'une œuvre d'art ? Il s'agit ici de montrer que l'œuvre d'art suppose de la part du spectateur un travail d'interprétation qui ne sera jamais univoque, qui déploiera le potentiel sémantique, la pluralité sémantique de l'œuvre d'art, de discerner, à partir des aspects singuliers de l'œuvre, ce qui fait sens à l'intérieur de cette œuvre. On peut penser aux compositions musicales Gnawa, à l'œuvre d'un compositeur, d'un cinématographe Koreeda, notamment son œuvre Nobody Knows, mais aussi aux métamorphoses d'Ovide et celles de Kafka. Ce travail de l'abduction sera appelé et nécessiterait la collaboration de l'ensemble de nos facultés sensibles et intellectuelles, et non pas leur opposition. Alors la grande question est la suivante, l'art nous rend-il meilleurs ? Mais oui. Est-ce qu'il fait quelqu'un
celui qui aime l'art aimerait bien dire que ça le rend meilleur, qu'à chaque fois qu'il assiste à une œuvre théâtrale, à une mise en scène, qu'il écoute de la musique, il aimerait se dire qu'il est meilleur. Et pour autant, cette question n'est pas si évidente. Parce que si, effectivement, l'art permet de déployer cette connaissance pratique, ce savoir comment répondre à une œuvre d'art, de développer nos facultés intellectuelles, ça veut dire qu'il a la possibilité inverse aussi. S'il a la possibilité de déployer nos facultés intellectuelles, cela signifie aussi, non pas seulement qu'il peut déployer nos vertus intellectuelles, mais même qu'il pourrait inversement déployer des vices. On le sait, la dispersion intellectuelle, on essaye de tout voir, de tout lire, de tout écouter, de tout entendre, la paresse intellectuelle. On aime tellement regarder ces séries télévisées qui nous empêchent de penser. La précipitation intellectuelle, on accumule, vous voyez ici, j'étais un peu vite bien sûr avec l'œuvre de Debussy, la perception grossière, on regarde par exemple au musée sans vraiment voir, on va vite parce qu'on a faim, parce que les enfants sont là, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a des talons et on a mal aux pieds. Et puis il y a aussi sensibilité excessive, sûrement due par exemple si on pense, je ne sais pas, à La petite maison dans la prairie qui nous fait pleurer alors qu'on sait que c'est ridicule. Évidemment, on peut se dire qu'il semble difficile de nous dire que ça nous rende meilleurs. Si l'excellence est donc possible, elle est extrêmement difficile et cela suppose sélection des œuvres d'art, ajustement réitéré. Cela suppose responsabilité de la part du spectateur du point de vue de ses choix artistiques. D'où l'importance de ces choix. Et il me semble que ce succès de la vie esthétique du spectateur dépend du caractère, de l'éthos du spectateur, de son excellence cognitive. Pourquoi est-ce qu'on abandonne au fur et à mesure ces séries adolescentes à l'eau de rose ? Pourquoi est-ce qu'Éric Emmanuel Schmitt, dans son ouvrage La part de l'autre, nous indique qu'après avoir fait cet ouvrage à propos d'Hitler, il abandonne la musique de Wagner au profit de celle de Bach. Pourquoi est-ce qu'on décide, à un moment donné, de lire enfin l'œuvre de Shakespeare, de Racine, de Balzac ? Pourquoi est-ce qu'on porte autant d'attention aux œuvres d'art traditionnelles, aux œuvres d'art non occidentales ? Est-ce que c'est simplement un goût exotique, contestable d'ailleurs, ou est-ce que ce n'est pas plutôt par souci du monde et de l'humanité ? Pourquoi est-ce qu'on apporte autant d'importance quand on devient parent au choix des livres ? Pourquoi est-ce qu'on apporte tout autant d'importance à l'art de l'animation et à la littérature de jeunesse ? N'est-ce pas par amour de la connaissance plutôt que par volonté de domination symbolique et culturelle ? Ici, il me semble que l'art, qui n'est pas une affaire de connaissances théoriques et de vérité théorique, est le déploiement justement de cette connaissance pratique, cette possibilité qu'offrent certaines œuvres d'art, à tout le moins, de déployer nos vertus intellectuelles. Pour conclure, à quoi bon l'art ? On pourrait être tenté de répondre de façon pessimiste. L'art serait inutile. Ça ne servira à rien, au mieux ça nous ferait passer notre temps. Hannah Arendt, dans La crise de la culture, travaille sur l'art de masse et révèle, en analysant l'art de masse, que cet art serait réduit, une fois que l'art est réduit à du loisir, il relèverait d'un cycle biologique, du travail et du sommeil, réduisant l'homme à un simple consommateur de biens, aux appétits gargantuesques, mais qui conduirait à un caractère périssable de ces loisirs. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est que serait un monde sans art, sans œuvres d'art ? À y regarder de plus près, la destruction des œuvres d'art souligne, il me semble, à contrario, l'importance de l'art. C'est ce dont témoignent les épisodes historiques de destruction tragique, d'autodafé, destruction, saccage systématique, destruction par explosifs, mais aussi c'est ce que révèlent les dystopies littéraires, cinématographiques. Quel besoin l'homme a-t-il de produire des œuvres d'art ? Quel besoin l'homme a-t-il de les contempler, de les apprécier, de les regarder, de les écouter, de les sentir ? À cette question,
Certains répondront qu'il s'agit de la nature humaine. Je cite Hegel, « Le besoin général et absolu auquel répond l'art tire son origine du fait que l'homme est un être doué de conscience et qui pense. » Certains répondront aussi, tel Hannah Arendt, que l'art et les œuvres d'art permettraient d'inscrire, d'être la trace des activités éphémères, de l'action propre à l'homme, action et parole. Quel serait donc ce témoignage et ce patrimoine de l'homme? Il me semble ici que les œuvres d'art, à tout le moins l'engagement que l'on peut déployer par rapport à certaines œuvres d'art, eh bien, nous permettent d'habiter ce monde sans s'y sentir étranger, d'habiter ce monde qui nous permet d'y porter attention à ses aspects singuliers, et peut-être même, en portant attention à ces aspects singuliers, à la pluie, aux oiseaux, 30% de moins, aspect singulier du monde, peut-être que ce serait le tremplin pour une éthique de la considération du monde. Je vous remercie.